mbaw yu may mbaw sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee baa peuple bi si ñoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, encore une fois, merci de suivre votre émission Objection qui reçoit ce dimanche Mamadou Wandi Mao. Il est sociologue, analyste politique. Et Monsieur Mao, bonjour. Merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Bonjour, c'est tout un plaisir de me retrouver ici. Voilà, et je salue vos auditeurs. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se joue au sommet de l'État? De quoi il est question entre le président du PASTEF et le chef du gouvernement? Et oui, décryptage entre mémoire historique et géopolitique, décryptage de la déclaration du président du PASTEF, de surcroît Premier ministre du Sénégal. Monsieur Mao, dites-nous dans un premier temps, en insistant sur la communication, l'image, mais également la stratégie politique, alors à qui s'adresser en priorité la déclaration du président du PASTEF, dites-nous, à son parti d'abord, parce qu'il est le président du PASTEF, ensuite à ses alliés, et surtout à la communauté internationale, à qui véritablement s'adresser le président du PASTEF. Mais je crois que vous venez de faire, de décrire les strates dans la communication politique du président du parti. Je vais après parler du Premier ministre. Oui. Le président du parti, de toutes les façons, il a une communication qui sort des chantiers battus. La communication politique a beaucoup évolué. Il y a une école traditionnelle de la communication politique avec des codes qui sont, à mon avis, des codes qui sont formatés sur ce que j'appelle le registre des convenances traditionnelles qui mettent en lumière le fait que l'État, celui qui assume les fonctions de l'État, doit être dans un niveau de discours conventionnel. Pour la première fois, on assiste au Sénégal à une révolution sans précédent. Oui, en quoi? Ce qui est arrivé le 24 mars 2024. Oui. C'est une véritable révolution qui a commencé en 2021 et qui est la suite logique de toutes les révolutions qu'il y a eu depuis l'époque avant la colonisation, durant la période, avant, je veux dire avant l'indépendance, plutôt depuis la colonisation, jusqu'à toute cette période que moi je caractérise de néocolonialisme, où le système, depuis Senghor, avec l'UPS, jusqu'à Macky Sall, c'est un système arrimé sur les intérêts stratégiques de la France. Donc, pour revenir à votre question, Oui. il a adressé un discours pour remobiliser la base. Une prise de conscience. Exact. Parce que ça fait 1 an que la révolution du 24 mars a eu lieu. Plus d'un an. Plus d'1 an. Et les choses ne bougent pas tellement. Ah oui? Et on sent, oui, on sent que la base, l'aile radicale, même pas l'aile radicale, dans le parti et le prolongement du parti dans l'opinion sénégalaise, il y a, à mon avis, cette perception que le rythme n'est pas un rythme révolutionnaire. Alors que le processus qui les a conduits au pouvoir, c'est un processus révolutionnaire. La gestion du pouvoir est banalisée, est devenue banale. On ne sent pas tellement la différence entre cette rupture et les Sénégalais ont investi leur émotion, ont investi leur énergie, ont payé un lourd tribut
pour la première fois dans notre histoire, il y a eu presque 2000 pratiquement prisonniers politiques. Hein. Donc pour moi, et puis il y a eu, je le dis hein, sans embâche, hein, il y a eu des Sénégalais qui ont perdu leur vie, qui ont donné leur vie à la Révolution. Et depuis lors, on ne sent pas qu'il y a un programme avec un chronogramme en disant voilà les marqueurs du changement. Malgré la déclinaison de la stratégie nationale 2050. Non, ça c'est un document, Oui. C'est un référentiel de politique publique. Tout le monde l'a. Tout le monde l'a. Les autres aussi l'avaient. Je veux dire, ce qui fait aujourd'hui la différence, c'est pas ça. Le Sénégalais doit sentir la réduction des cordes. Ça a commencé, mais il faut dire que le rythme est cassé. Et il a raison quand il dit que le rythme est cassé. Et c'est ça que j'ai retenu, que beaucoup de Sénégalais ont retenu dans son discours. En disant que, hein, à cause de, je ne sais pas, le dialogue politique, on fait une pause. Les Sénégalais n'acceptent pas ça. Soit c'est une priorité, soit ce n'est pas une priorité. Et moi, et beaucoup de Sénégalais ne comprennent pas qu'on soit dans cette spirale sans arrêt d'assises. On ne peut pas comprendre. Vous avez été élu sur la base d'une offre politique qui a été claire. C'est une offre de rupture, aussi bien institutionnelle, sur le plan social, sur le plan de la gouvernance. De la gouvernance. Ce pays, quand même, est malade. Ce pays a été saigné des détournements de milliards. Donc, pour moi, le discours du président du parti, c'est un discours de remobilisation. Oui. Parce qu'ils se sont coupés de la base politique. Après la victoire, il y a eu une période d'euphorie. Il y a des militants, mais il n'y a pas que les militants qui ont élu le ticket, j'insiste sur le ticket, Diomaye Sonko. Il y a beaucoup de sympathisants qui ont voulu adhérer, les portes ont été fermées. Alors, oui, de ce point de vue, peut-on également parler d'une stratégie de clarification du leadership entre les deux têtes de l'exécutif? Non, il faut dire la vérité. Oui. Sonko est le guide de la révolution. Mais là, nous avons un président de la République qui a été élu. Mais ce n'est pas ça qui est le déterminant. Dans le processus de changement, ce n'est pas ça qui est le déterminant. Ça, c'est les normes institutionnelles. Et constitutionnelles. Et constitutionnelles. Oui. Ça n'a rien à voir avec la réalité des Sénégalais. À l'épreuve, que retenir. Oui, ce qu'il faut retenir, oui, c'était un ticket. Beaucoup ont voté pour le président actuel parce qu'il a été choisi par M. Sonko. Sonko a été empêché. C'est ça aussi qui fait que le contexte il est extrêmement différent de tout ce qu'on a vu. Oui. Il a été empêché d'être président, candidat. Et le plus grand complot du siècle au niveau du Sénégal, sur le plan politique, sur le plan moral, hein, a visé Ousmane Sonko. Donc, je ne parle même pas de l'imaginaire des Sénégalais. Dans la réalité, les Sénégalais, hein, c'est pourquoi ils ont lancé ce slogan qui a fait tache d'huile. Diomaye Moïse Sonko, Sonko et Diomaye. Oui. Donc, pour le Sénégalais, la majorité des Sénégalais, ce n'est pas ça. Ce n'est pas les dispositions constitutionnelles. D'abord, la Constitution telle qu'elle existe aujourd'hui est dépassée. Eux-mêmes, ils avaient souscrit. Le président Diomaye avait souscrit à signer la charte de bonne gouvernance qui a été remise sur le tapis par sursaut citoyen, etc. Et qui reposait la question de la refondation, oui, de l'équilibre des pouvoirs, de lutter contre l'hyperprésidentialisation. Oui, alors, Mao, dites-nous, cette déclaration du président du PASTEF relance-t-elle alors le débat sur la révision constitutionnelle et les équilibres de la Ve République sénégalaise? C'est très clair. Ah, comment? Mais
ils se sont engagés à ça. Mais justement, et ça tarde. Hein. Mais c'est ce que je dis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est clair qu'il y a une déception compte tenu du rythme lent. Et c'est moi, là où j'inscris la déclaration anticonventionnelle, entre guillemets, du Premier ministre. Hein? Mais lui, c'est ça, c'est le franc-parler. Il a un discours qui n'épouse pas ce qu'on appelle les convenances bourgeoises du discours politique. Oui, mais parce qu'il y a un problème, le moment, le momento. Est-ce que c'était le bon moment? Mais pour moi, c'est le bon moment parce que, à mon avis, soit tu secoues le cocotier. Et certainement, il y a eu la gestion de la contradiction interne de manière politique. Peut-être pendant longtemps, on ne sait pas. Mais qu'aujourd'hui, si c'est posé sur la place publique, c'est aussi fondateur de nouveaux discours qui est quand même où on pose les problèmes de manière à mon avis, il a dit, dans son discours, il l'a dit, à la limite, si j'en arrive à ça, si j'en arrive à ça, c'est que je suis pratiquement obligé. Mais moi, ce que je vois depuis sa déclaration, le regain de militantisme au niveau de PASTEF et de ses sympathisants, le retour du politique, parce que la politique a été, moi je peux vous dire, depuis 1 an et quelques mois, la politique elle est absente. Du côté de PASTEF? Oui. À qui imputer cette responsabilité? Parce que le président de PASTEF, de surcroît Premier ministre, aurait dû, à son niveau aussi, incarner le fonctionnement du parti. Non, puisque le président a démissionné de son poste de secrétaire général. Mais je suis d'accord, le président de la République, c'était le secrétaire général. Oui. Il avait des tâches beaucoup plus administratives. Oui, mais... Il n'avait pas les tâches politiques. Oui. Donc il a démissionné. Lui, ce n'était pas le chef du parti. Oui. C'est différent des autres. Abdou Diouf était le chef du parti. Le président. Avant le président du parti. Oui. Le chef du parti. Oui. Après, il a donné à Tanor. Traditionnellement, quand on est président de la République, de surcroît, on est président du parti. Mais là, la donne a changé. La donne a changé parce que c'était un engagement. Oui. Un engagement. Mais qu'est-ce qui a empêché au Premier ministre de faire fonctionner le parti? Non, parce que cumuler les deux, président du parti et Premier ministre du Sénégal, vous convenez avec moi que ce n'est pas aisé. Mais pour moi, sur le plan sociologique, je peux même dire que PASTEF est arrivé au pouvoir avec une culture beaucoup plus d'opposition. Et que depuis qu'ils ont pris le pouvoir, ils sont dans une situation d'apprentissage. Et le fait qu'aujourd'hui, ils soient en face d'un État, à mon avis, qui, comme ils disent, j'aime bien dire, qui est au sous-sol, avec une situation, un déficit budgétaire, à mon avis, catastrophique. Ils ont été absorbés par les tâches quotidiennes de l'État. Et quand vous êtes absorbé par les tâches quotidiennes de l'État, alors que le processus qui vous a conduit au pouvoir, c'est un processus politique, il y a un risque de bureaucratisation. Et il y a un risque de coupure entre le parti et l'État. Parce que ici, le sens du parti, c'est l'animation. L'animation concomitamment avec les activités gouvernementales. C'est ce qui a manqué, diriez-vous? Oui, non, mais par exemple, si vous prenez l'histoire politique du Sénégal, Senghor est arrivé au pouvoir avec d'abord la SFIO à l'époque. Donc, ils ont eu tout ce temps d'apprentissage, la SFIO, le BDS, etc. PASTEF n'a pas eu ce temps. Oui. Les libéraux, c'est pareil. C'est-à-dire ils ont eu pendant des 20 ans. 20 ans. Oui. Mais ici, c'est presque 10 ans. Je ne sais pas. Oui. Donc, quand ils sont arrivés au pouvoir, la gestion du pouvoir,
dans ce contexte-là, à la limite, je pense qu'il faut un temps d'apprentissage, à mon avis. Oui. Mais c'est vrai qu'il fallait confier les tâches du parti, hein, à des gens qui sont des permanents. Oui. Permanents. Oui. Le parti a coupé avec ça. Justement, parce que historiquement, on a compris et constaté avec le Parti social, il y avait des permanents du Parti socialiste, il y avait toute la machine politique au niveau même du siège et qui fait fonctionner le parti, qui fait adhérer les gens, qui essaie de compter le nombre de militants, et l'élargir, la base et secouer et tout. Mais là, à un moment donné, cette carence-là a été constatée au niveau de PASTEF. À quel moment l'avez-vous senti et qu'est-ce qui peut l'expliquer? C'est-à-dire que le PS, Oui. avant le PS, il y a eu d'abord la SFIO. Senghor, Lamine Gueye, etc. Ensuite, le PDS. Donc, vous avez eu des années de culture politique, de parti. Et à un moment donné, ils ont eu ce qu'on appelle le parti unique. Aucune compétition pendant un temps. Moi, ma génération est tombée malheureusement sur ça. Le parti unique. Non seulement le parti unique, la presse unique, qui étaient des organes de propagande. C'est pas comme aujourd'hui. C'était c'était des organes de propagande. Donc le contexte était beaucoup plus facile que le contexte d'aujourd'hui avec ce qu'on appelle la maturation démocratique. Le Sénégal, il y a sa troisième alternance, etc. Et le combat du peuple sénégalais qui s'est traduit par une victoire des forces progressistes. Donc pour moi, ils n'ont pas eu le temps, à mon avis, d'implanter, et puis ils ont subi une répression que personne n'a subie. Le parti a été interdit, les conditions, même s'il n'était pas interdit, il y a eu un harcèlement, des arrestations. Ils n'ont pas eu le temps de développer l'appareil du parti, de le structurer, comme vous dites, un siège avec tous ces symboles qui en fait un système. Un parti est un système organisé avec une direction, la base, etc., etc. Quelque part dans le PASTEF, il y a nous ce qu'on appelle les sociologues une sorte de développement spontané, sans, par exemple, à mon avis, tout le processus d'organisation politique, école du parti. Bon, il y en a, mais bon, concrètement, peut-être c'est beaucoup plus formel. Oui. Et cette déclaration du président du PASTEF, que révèle, dites-nous, la déclaration du président du PASTEF sur les dynamiques internes au pouvoir exécutif? Non, mais moi c'est très clair que sa déclaration, quand même, révèle des contradictions internes. Peut-être, Maoïs, des contradictions secondaires. Oui. C'est des contradictions au sein du peuple, comme on disait, qui doivent trouver des solutions dans le débat démocratique. Moi, je pense que quand même, c'est le signe. Ça renvoie à moi, déjà, peut-être que je ne veux pas me lancer dans la systématisation, mais quand même, il y a une lutte de ligne entre un courant révolutionnaire, je ne veux pas systématiser, et un courant un peu plus réformateur, courant révolutionnaire, incarné par le Premier ministre, le président du parti, et l'autre courant, parce que c'est un front aussi. Parce que ce n'est pas seulement un parti. Il y a beaucoup de courants qui se regroupent, qui ont constitué. Il y a la base, le groupe de Ousmane Sonko et tout ça. Mais il s'est développé très vite et a assuré le leadership de la lutte révolutionnaire des masses. Et ils ont réussi ce que nous, on n'a pas réussi. Il faut dire la vérité. Le PAI, le PIT, les trucs, bon, je cite comme ça, la gauche maoïste et tout ça. On était là.
mobilisé les masses. On a mené des combats révolutionnaires. Mais à chaque fois, c'est par procuration. C'est nous qui avons amené Wade au pouvoir pratiquement. Mais il avait le parti. Et il a su aussi organiser la lutte des masses. Alors que nous, on avait quand même, à mon avis, bon, un peu une organisation qui n'était pas... On n'avait pas des organisations de masse, oui. Je veux dire, sur le plan politique, capables de transformer toutes ces luttes en victoire. Et aujourd'hui, historiquement, la première fois dans ce pays, c'est pourquoi, à mon avis, c'est très important qu'il n'y ait pas... Il faut arriver à gérer ces contradictions secondaires et retrouver la dynamique. Mais est-ce une mise en garde, finalement? Cet acte qui a été posé, cette déclaration est synonyme d'une mise en garde, un positionnement stratégique ou une anticipation d'un possible rééquilibrage des pouvoirs? La lenteur du processus de transformation révolutionnaire amène aujourd'hui, c'est vrai, de dire que c'est une mise en garde pour rectifier. Pas la Burkina Dans quel Faso, sens? Dans le sens d'un rééquilibrage révolutionnaire. Ça veut dire quoi exactement? Dans le sens révolutionnaire, ça veut dire aujourd'hui. Vous l'avez dit, la Ve République est archaïque. Le président monarque, il faut en finir. Nous n'avons pas fait la révolution pour nous retrouver avec un président qui est presque un demi-dieu, pour dire la vérité. Le processus révolutionnaire, c'est des processus où il n'y a pas que l'Assemblée. Il faut aussi que des organisations paysannes soient beaucoup plus impliquées, que les organisations ouvrières soient beaucoup plus impliquées, qu'il y ait cette même dynamique qui a conduit à la résistance du peuple sénégalais et à la victoire du camp progressiste et révolutionnaire. Cette dynamique continue. Et cette dynamique, c'est sur quoi? Un, il faut poursuivre la reddition des comptes. Deux, il faut poursuivre, comme vous dites, pas rééquilibrage. Le président ne doit devenir, à mon avis, qu'un président, à mon avis, à la limite, je ne dirais pas qu'il faut revenir à un régime parlementaire, mais un régime où le Premier ministre a beaucoup plus de pouvoir. Beaucoup plus de pouvoir. Donc pour moi, c'est extrêmement important que le chantier révolutionnaire, il y a aussi les transformations sociales. La situation du pays est extrêmement difficile. Il faut prendre des mesures sociales pour le troisième âge. Il faut qu'on arrive à un minimum de revenus pour les Sénégalais. Il faut qu'on accompagne les primo-demandeurs d'emploi. L'université, aujourd'hui, les étudiants, leurs conditions, ça doit changer, les étudiants. Moi, je reviens d'une visite à l'université UGB de Saint-Louis. Quand vous voyez la situation, bon, moi j'étais là-bas, je suis allé au resto et j'ai mangé, mais c'est incroyable. Il faut changer, c'est ça. Il faut poursuivre la révolution au plan agricole. Il faut poursuivre aussi l'industrialisation. Et moi, je serai aussi pour la nationalisation de certains secteurs de notre économie. Il ne faut pas laisser tout entre les mains du privé. Je suis pour de nouveaux acquis sociaux. C'est ça la révolution. Mais la révolution ne peut pas être le train-train habituel. Le président voyage, il rentre. Bon, vous allez voir comment ça s'appelle, le gyrophare et tout. C'est des signes qu'on ne veut plus voir dans ce pays-là. Et alors, de ce point de vue, beaucoup, justement, y voient un lien avec la crise de 1962. Alors, de votre côté, y voyez-vous une analogie valable? Ce n'est pas une analogie. Il n'y a pas d'analogie. Mamadou Dia était président du Conseil. Oui. C'était un régime comme la 4e République en France. Senghor était élu pas au suffrage direct.
il a été élu par j'ai oublié, les députés, je ne sais pas, les maires, etc. En 1960, Senghor n'était pas élu au suffrage universel direct. Donc pour moi, ce n'est pas la même situation. Et il y avait une ligne... Bon, on peut voir... Oui. On peut voir quelques processus un peu similaires. Mamadou Dia, c'était la gauche de l'UPS. Et sur le plan économique, il était pour le socialisme autogestionnaire. Il a été combattu par le capital français. À l'époque, les Charles Galanca, tout ça là, etc. Le néocolonialisme l'a combattu. La France a combattu Mamadou Dia. C'est les intérêts de la France qui ont amené cette crise. La France était très forte, c'était De Gaulle qui était au pouvoir. La présence militaire, géostratégique de la France et tout, c'est pas aujourd'hui. La France est en train de perdre. Et les interventions, à l'époque, les Français sont intervenus. Le coup d'État au Togo, qui a fait tomber Sylvanus Olympio. Et toutes les séries de coups d'État qu'il y a eu. Alors, il y a aussi également un regard historique à faire sur le contexte institutionnel 2024. Présenterait-il les mêmes risques similaires entre le chef de l'État et son Premier ministre aujourd'hui? Je ne crois pas. Parce que Senghor a été instrumentalisé par la France qui a commandité la motion de censure, qui a commandité l'élimination politique de Mamadou Dia. Je ne crois pas aujourd'hui que le président actuel accepte d'agir sur commande d'un pays qui est en perte de vitesse, la France. Mais il y a d'autres enjeux économiques, etc. Oui. Et quand on parle de ligne, ce n'est pas seulement ligne politique. Il y a beaucoup d'enjeux. On a du gaz, on a du pétrole. Diomaye n'a pas été reçu aux États-Unis pour le beau yeux du Sénégal. Alors, dites-nous, Mamadou Wane Maoudi Mao, sociologue, finalement, l'acte posé par le président du parti PASTEF ne cherche-t-elle pas justement à prévenir toute dérive autoritaire ou centralisation du pouvoir? Exactement. Parce que pour moi, ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois. Durant la campagne des législatives, il avait fait des alertes. C'est quand on attaquait les convois de PASTEF et qu'il a mis en demeure le ministre de l'Intérieur. Il a mis en demeure, il a pris à témoin le président. Il a dit, j'ai dit à Diomaye. Lui, il est dans son registre, à mon avis. Et à mon avis, si c'est bien géré, et comme vous dites, l'impossible séparation, ils sont condamnés. C'est-à-dire, ici, c'est pourquoi je dis que ce n'est pas pareil que 1962. Il y a une exigence morale de poursuivre la révolution, de consolider la révolution. Son alerte maintenant, il faut qu'on aille à la deuxième phase de consolidation de la révolution, en mettant des hommes politiques à des postes stratégiques. Moi, je crois que le ministère de souveraineté doit revenir à des politiques. Faut-il aller jusqu'à remanier l'actuel? Je suis d'accord. Parce qu'aujourd'hui, si vous mettez des magistrats... Bon, je ne veux pas aller dans un certain sens. Mais il faut éviter que l'État soit des compartiments pris par ce que j'appelle aujourd'hui le clanisme. Et si on laisse l'État, c'est comme, comment dirais-je, la justice, quand il y a eu le dialogue, les assises sur la justice. Mais si vous laissez là-bas les magistrats, ils vont défendre leur corporation. C'est normal. C'est normal qu'ils vont défendre leur corporation. Alors que moi, pour moi, c'était très clair. Les Sénégalais ont été victimes. Ça ne s'est jamais vu
d'une justice qui n'était pas une justice. On arrêtait des gens pour des postes juste pour... Même le président de la République, actuellement, il a été arrêté parce qu'il a fait un poste. Donc pour moi, on savait déjà là où il fallait changer. On avait posé déjà plein. Et Diomaye, je rappelle, a souscrit au pacte de bonne gouvernance. Il a signé. Quand on signe, on respecte sa signature. Donc pour moi, il faut qu'on aille vers la révolution institutionnelle. C'est pourquoi moi, je théorise tout le temps la révolution culturelle. Oui. Quand je dis révolution culturelle, les gens croient que c'est la culture. Non, c'est-à-dire que toutes les institutions, tout le management de la République, jusqu'à l'échelle le plus bas de prise de décision politique, il faut revoir. L'administration aujourd'hui, on a pris le pouvoir, mais le système prédateur, le système bureaucratique, il est là. La bourgeoisie du comprador. Mais bien sûr. C'est les mêmes. Il y a des nominations scandaleuses, on ne veut pas. Les Sénégalais qui ont accompli la révolution ne veulent plus voir certains à des postes. Mais qu'est-ce qui explique finalement ce frein? C'est-à-dire d'empêcher la révolution d'arriver à terme. Qu'est-ce qui l'empêche? C'est le politiquement correct. Il y a certains qui croient, bon, la rupture, c'est de faire, bon, voilà, comme nous, on a été victime du déni de l'état de droit, on remet l'état de droit. Non, on est dans un processus révolutionnaire, Bayoumar. Le processus révolutionnaire, c'est des ruptures. Personne n'a dit qu'il faut guillotiner ou fusiller des gens. Non. Mais il y a la pédagogie de la rupture également. L'agenda de la rupture. Mais l'agenda de la rupture, il est déjà... Le peuple sénégalais, pour la première fois dans l'histoire politique, même en France, un candidat de l'opposition passé dès le premier tour avec 54%, avec plus de 17 candidats. Il fallait le faire historiquement. Et c'est fait, mais comment le traduire en acte aujourd'hui? Mais pour le traduire en acte, ils ont commencé à le traduire en acte. Ils ont d'abord la question, dans nos pays, on n'a pas, on a des ressources, mais on n'est pas riche. Le peu de ressources publiques qu'on a, il faut bien les gérer. Et dépenser juste sur l'éducation, la santé. Mais si on laisse nos ressources entre les mains de prédateurs qui s'enrichissent, il y a des Sénégalais, pour avoir 150 mètres carrés, c'est la croix et la bannière. C'est de la violence que des gens, et des hectares de terres spoliées. Donc pour moi, véritablement, si on regarde, je suis d'accord, il y a un agenda, l'agenda de transformation. Oui. Je suis d'accord avec toi. Qu'il faut planifier, avoir des objectifs atteignables, avoir un truc. Mais là, on ne voit rien. C'est-à-dire, je ne vois pas en disant que la première année, c'est ça qu'on va atteindre comme objectif ou résultat. Oui. La deuxième, mais rien. On a fait les assises sur la justice. Les décisions jusqu'à présent, aucune décision n'a été. On confie ça à une bureaucratie qui reste là, qui attend. Dans l'administration, qu'est-ce qui a changé? Vous allez dans les hôpitaux, mais même si on n'a pas d'argent, il y a des choses qui doivent changer. L'accueil. Vous n'avez pas besoin d'argent. L'efficacité, l'efficience. On n'a pas besoin de... Je veux dire, il y a des choses sur lesquelles, à mon avis, c'est pourquoi le peuple aujourd'hui adhère à ce discours. Mais qui risque d'entraîner des implications institutionnelles et des tensions potentielles également. Vous en convenez avec moi, par exemple, la dualité entre chef de l'État et chef de gouvernement dans le contexte actuel, oui, est-elle source d'ambiguïté ou de complémentarité? Moi, je vous dis franchement, quand j'ai vu le président Ousmane Sonko aller en Chine,
J'ai dit, c'est les registres, ils se sont partagés. L'autre allait aux États-Unis pour recevoir l'appel de Poutine. En quelques mois, le Sénégal s'est repositionné dans la diplomatie mondiale. Oui. La Chine, ça compte. Oui. Et je me demande, est-ce que c'est pas ça qui a précipité, même que Trump tout de suite dise, oui, je vais recevoir. Donc, mais pour moi, c'était le partage du job, du travail. À Sonko, de gérer tous les aspects révolutionnaires. Oui. Parce que c'est pas seulement aller là-bas avec un agenda économique et tout, mais il a eu un travail avec le Parti communiste chinois. Bon, je ne sais pas. Et dans la foulée, le président est allé aux États-Unis. Donc, il y a un repositionnement, à mon avis, diplomatique qui est très intéressant. Mais en même temps, est-ce que ça ne va pas amener des enjeux géopolitiques et géostratégiques de jouer sur... Parce qu'il faut le dire, le projet de la contre-révolution, ça a été toujours de séparer les deux, de trouver la brèche. Tous les processus révolutionnaires, l'impérialisme a cherché à casser ça. Et tous les processus révolutionnaires, 1789, les Robespierre et tout ça, 1917, Staline, Trotsky, etc. La révolution bouffe ses propres enfants. Il faut que nous, au Sénégal, qu'on montre que la révolution n'est pas là pour bouffer ses enfants. Au contraire, l'impossible séparation. Tous les deux, ils sont obligés. Mais c'est clair, il faut qu'il y ait une clarification. On est dans le schéma politique. Le guide de la révolution, c'est Ousmane Sonko, point. C'est très clair. Parce que c'est lui qui a symbolisé ce leadership. Nous, on avait ça. On a mobilisé les masses. En mai 68, je n'ai jamais vu un mouvement comme mai 68. Je l'ai revu après. En mars, etc. etc. Donc pour moi, ce qui manquait, c'était quelqu'un qui incarne ce désir de changement des Sénégalais. Maintenant, on est dans ça. Mais quand c'est là, c'est même dangereux. Parce que finalement, on va même banaliser. Mais alors, il est intéressant de voir, en termes de perspective, comment le président de la République va analyser la situation et sur quoi devrons-nous s'attendre quand il s'agit de la posture à incarner par le chef de l'État aujourd'hui. La première rupture, c'est que le président de la République doit savoir que s'il est là, c'est le peuple qui l'a mis là. Ce n'est pas le seul. Hein. Mais plus, je vous dis, il faut aussi, à mon avis, changer de paradigme. Le président doit se dire, je suis au service du peuple sénégalais. Le Premier ministre également doit se dire, je suis au service du peuple sénégalais. Nous avons réussi ce qu'aucune génération de révolutionnaires au Sénégal n'a réussi. Peut-être que le contexte, quoi, il est favorable. Il y a l'évolution sociologique, politique du contexte qui a amené. Donc nous avons des responsabilités. Mais maintenant, quand maintenant vous êtes là au pouvoir, vous vous embourgeoisez, c'est ça le danger. On vous met dans une bulle, le président est pratiquement, comme je dis, il y a cette conception monarchique du pouvoir. Vous croyez que vous incarnez un pouvoir, à la limite divin, vous vous trompez. Je vous dis, vous devez vous ramener. Vous devez vous ramener au niveau du peuple. Oui, et de ce point de vue également, des acteurs ont été presque pointés du doigt, la société civile. Finalement, des acteurs politiques, ce discours s'adresse également à des entités, pour ne pas dire à des secteurs, que ce soit médiatique, que ce soit de la société civile, politique. Ouais. Oui. À ce niveau, quelle lecture?
Non, la société civile, à mon avis, il faut quand même une révolution culturelle dans la société civile. La société civile, des fois, se trompe de combat, à mon avis. Parce que, à mon avis, aujourd'hui, la société civile devait s'investir dans la réduction des comptes, doit s'investir dans une gouvernance d'éthique, doit s'investir dans l'éducation citoyenne, doit s'investir à rendre la démocratie beaucoup plus participative, en proposant le référendum d'initiative citoyenne, populaire, etc. Mais être là, moi quand je vois la société civile défendre des gens qui ne sont pas dans notre logiciel socioculturel. C'est-à-dire? Et quelqu'un qui insulte n'est pas... Il n'y a aucune culture où l'insulte ou la diffamation font partie des normes sociales. Ça n'existe aucune culture dans le monde. Et si ça rentre dans le cadre ou dans le registre de la liberté d'expression ou d'opinion? Non, mais la liberté d'expression... La liberté d'expression ne signifie pas que moi je t'agresse, je t'insulte. La liberté d'expression signifie qu'aujourd'hui, que je puisse m'exprimer politiquement, que j'ai cette liberté de m'exprimer politiquement. Nous, on a été en prison parce qu'on disait qu'il fallait la démocratie. Moi, j'ai fait comment dire, 100 mètres carrés, j'ai fait le fort B et tout ça. Qu'est-ce qu'on réclamait? On se battait pour qu'il y ait une presse libre. À l'époque, il y avait que il y avait Dakar, Paris-Dakar, c'est tout. Et puis, etc. Il n'y avait pas la possibilité d'avoir des partis politiques. Il n'y avait pas la possibilité qu'on s'organise, des associations à l'université et dans les lycées. Mais prendre la liberté d'expression et insulter quelqu'un, alors que nous, on nous a éduqués à avoir du respect. Moi, moi, Senghor, c'est l'homme politique que j'ai détesté le plus dans ma vie, mais je ne l'ai jamais insulté. Nous, dans notre éducation politique, l'insulte n'en faisait pas partie. Donc, pour moi, à mon avis, il faut refonder la société civile. Il faut aussi couper le lien, à mon avis, avec des lobbies. Parce qu'il y a partout des lobbies. Oui, il y a des lobbies. Il faut le reconnaître. Il y a des lobbies qui nous actionnent. Il faut faire très attention. Et le gouvernement a mis un terme à justement cette initiative qui consistait à organiser une rencontre à Dakar des LGBT, par exemple. Quel enseignement? Non, c'est une bonne chose. C'est-à-dire que tout ça, ça fait partie du plan de déstabilisation. Ah oui? Oui. Parce que si ça avait lieu, le lendemain, on allait dire Sonko a autorisé la rencontre. Non. La vigilance s'impose. La vigilance s'impose. C'est ça qui a amené aujourd'hui que partout en Europe et en Occident, c'est l'extrême droite qui a le pouvoir. Parce qu'ils sont... Tout le wokisme, tous ces trucs-là, on a eu des problèmes énormes. Donc, pour revenir, chaque pays, à mon avis, non, il y a des valeurs universelles. Ça, je suis absolument d'accord. Mais il y a des valeurs aussi, hein, vous les portez avec votre habit socioculturel. C'est normal. Maintenant, la presse, parlons-en. Oui. Quand la presse aussi, la presse aussi fait partie du système, quelque part. La presse fait partie du système. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand je dis que la presse fait partie du système, ce n'est pas très négatif. Mais je dis c'est un pouvoir, quelque part. La presse a le devoir d'informer, etc. Mais se faire instrumentaliser, se faire utiliser par des groupes de pression qui ont de l'argent, ou se faire instrumentaliser par des groupes qui détiennent aujourd'hui tout l'argent du peuple volé et qui utilisent une partie de la presse pour déstabiliser le nouveau pouvoir. Moi, je pense qu'il faut... Vous croyez cela possible? C'est pas possible.
Parce que si c'était possible, il n'arriverait pas à arriver au pouvoir. clair. Je suis d'accord avec vous. Alors, oui. Et de ce point de vue, toujours dans le cadre de cette dualité constatée au sommet de l'État, est-ce que vous avez l'impression que cette dualité risque de continuer ou doit-elle prendre un fin aujourd'hui? Moi, je pense qu'il faut l'arrêter immédiatement. Parce que si ça continue comme ça, je pense que d'autres qui sont mal intentionnés, le complot, je veux dire que par exemple la 5e colonne de la contre-révolution va utiliser ça. Donc pour moi, il faut trouver aujourd'hui de la juste solution des contradictions au sein du peuple, comme on disait. C'est bien de poser un certain nombre de problèmes. Comme ça a été fait. C'est comme ça a été fait. En sortant maintenant des chantiers... moi, je vous dis, hein, moi, je suis très libertaire. Mais en même temps, je me dis, il faut arriver à un moment donné où, comme vous dites, même si on change de logiciel pour dire vrai, on doit tenir compte aussi nécessairement de l'unité de ce groupe politique qui gère l'État, parce que la révolution a encore beaucoup de choses à accomplir. Vaut mieux les accomplir en ayant le pouvoir que de perdre le pouvoir. Oui, et cette crise va être fatale. Et comment y mettre un terme aujourd'hui? C'est une réalité aujourd'hui. Mais moi, je pense que ce problème. Oui, c'est une réalité qu'il y a problème au sommet de l'État. Comment y mettre un terme? Comment? Moi, j'ai dit que ce que le Premier ministre a posé, c'est très clair, c'est un homme qui a été touché. C'est lui qui prend le plus. Il a dit. Moi, j'étais très frappé quand il a dit, même quand on était à l'opposition, on avait moins de problèmes par rapport à maintenant. Donc ça, c'est un. De deux, c'est vrai que le parti, c'est une des solutions que le parti se redynamise. Je pense que la mise sur pied... sur orbite. Oui, sur orbite du Conseil national du parti et son organisation à un degré où maintenant nous assumons le pouvoir. Parce que ça aussi, à mon avis, pour avoir la culture du pouvoir, il faut mettre les balises. Et moi, je pense que la réforme à l'intérieur du parti, que le parti s'ouvre à la société, c'est fermé. Mais moi, c'est incroyable. Je crois que même certains ne veulent pas que les gens soient dans le parti. Des fois, même tu ne trouves pas de porte pour aller dans le parti. Alors que tu as voté. À ce point? Mais depuis lors, depuis qu'ils ont plus le pouvoir, il n'y a pas de renouvellement d'instance, il n'y a pas de campagne d'adhésion. Il n'y a rien. C'est les mêmes travers. C'est les mêmes travers. Oui. Il n'y a rien, un parti pour qu'il soit dynamique. Maintenant qu'on a le pouvoir, c'est vrai qu'il faut... La paix est arrivée jusqu'à son départ sans renouvellement de ses instances politiques. Qu'est-ce qui fait finalement que... Non, mais parce qu'il contrôlait l'appareil d'État. Oui. Parce que quand par exemple... bon, des fois, vous pouvez faire ce qu'on appelle l'impasse. Mais ça, c'est une maîtrise de l'appareil d'État. Et en même temps, des soutiens économiques. Ils étaient arrimés sur la France, les États-Unis, l'Occident, en dernière analyse, qui garantissaient la présence des troupes françaises, etc. Ça garantissait le pouvoir. Et comme disait Gramsci, ils avaient l'hégémonie. Il n'y avait pas de fissure du bloc hégémonique. Ils ont su garder ce bloc hégémonique parce qu'avec un contrôle de l'appareil d'État. C'est ça. Et alors, comment, toujours dans le même cadre d'idée, comment réussir à poursuivre le travail qui a été déjà entamé avec cette prise de conscience du président du PASTEF comme invite, comment dérouler justement? Est-ce qu'aujourd'hui le président de la République doit systématiquement suivre la voie tracée ou comment
doit-il justement réagir? Le président doit suivre la voie tracée par le parti. Ça, c'est des histoires. Dire oui, que par exemple, voilà, bon, c'est vrai, quand vous êtes président de tous les Sénégalais. Mais n'oubliez pas que ce n'est pas tous les Sénégalais qui ont voté pour vous. Hein. Ceux qui ont voté pour vous, vous avez présenté une offre, d'autres ont présenté l'offre, 54%. Et ensuite, sur un fichier qui est toxique. Par exemple, moi, je ne comprends pas le dialogue sur le système politique. C'est-à-dire, cette phobie que nous, on a, parce que moi, je me considère comme quelqu'un dans le soutien du pouvoir, cette phobie d'avoir des dialogues. Il faut arrêter les dialogues. C'est une perte de temps. C'est une perte, à mon avis, aussi de ressources. Dialogue quoi? Par exemple, nous, on avait dit, on l'a dit, on a fait une offre politique. Il faut appliquer cette offre politique. Alors, s'agit-il alors finalement d'un tournant dans la gouvernance du duo exécutif ou est-ce un simple épisode passager? Non, Bayomar, oui. Quand le Premier ministre est obligé de dire des choses publiquement, d'utiliser les réseaux sociaux pour dire un certain nombre de choses, c'est que quand même, il y a quand même en latence une crise quelque part. Mais le problème aussi, le PASTEF aussi, ce n'est pas les partis traditionnels, ce n'est pas comme nos partis, centralisme démocratique, machin, etc., tout ce que tu voudras. À mon avis, c'est le concept, bon là je parle en tant que sociologue, c'est le contexte de partis ouverts. Des partis qui correspondent beaucoup plus. Les gens n'ont plus de temps où on se réunit, on fait des trucs, on fait des affiches, on colle, et on met des datibao. Nous, c'était notre génération. C'était notre génération. Donc, les nouveaux partis, c'est des partis qui sont beaucoup plus ouverts. Et les partis traditionnels ont atteint leurs limites historiques. Aujourd'hui, vous allez en France, le Parti socialiste, c'est 4%. Maximum 5%, Parti communiste, tout ça. Aux États-Unis, quand vous allez, même le Parti républicain, vous avez quelqu'un qui arrive avec son leadership, qui sort des canons traditionnels des partis. PASTEF a su, même quand on a, et c'est là l'erreur commise par les Macky Sall, en disant neutralisons la tête du parti et on règle le problème. Les gens faisaient de l'autodéfense, de l'autoriposte, sans les leaders qui étaient tous en prison. Donc il y a toute une évolution, à mon avis, de sociologie politique. Donc il faut voir ça, même ça. Il faut quand même, à mon avis, faire très attention. Bon, c'est vrai que ça fait problème dans sa forme. Mais peut-être que dans le fond, ça va faire avancer les choses. Ça va faire avancer ces sources d'avancement. De ce point de vue, oui, il y a également une autre attente, pas des moindres, c'est la déclinaison du plan de redressement dans un contexte très, très, très difficile. Il doit être social. Et quand je dis que ce plan doit être social... On a parlé de redressement. Oui, économique. Oui. Mais il y a des mesures de mitigation sociale. On protège les classes laborieuses par des politiques. Déjà, on a résisté au FMI, la Banque mondiale, on a refusé de supprimer les subventions pour l'électricité, etc. Bon, maintenant, on parle de rationalisation. Bon, de rationalisation, moi, ce mot-là, j'ai peur de rationalisation, parce que souvent les rationalisations s'accompagnent avec des pertes d'emploi. Il faudra, même si de la rationalisation, c'est pour beaucoup plus d'efficacité et d'efficience, il faut aussi des plans
des plans, je veux dire, sociaux, on tient compte. Le plan de redressement économique ne doit pas, par exemple, aujourd'hui, les Sénégalais ne pourront pas supporter la hausse des prix. Ça, c'est très clair. Le peuple sénégalais, depuis 1960, a fait trop de sacrifices. Oui, très résilient comme peuple. Les riches n'ont qu'à payer. Et c'est pourquoi j'ai beaucoup aimé tout le concept et la réalité de justice fiscale. Les riches amassaient de l'argent et ne payaient pas. Ne faisaient pas. Bon, il n'y avait pas de justice fiscale. À mon avis, Oui. il faut que même aujourd'hui, diminuer les impôts pour les Sénégalais qui n'ont pas assez de revenus. Par exemple, nous, on doit payer nos maisons. Tu vois, jusqu'à la retraite, on te demande de payer. Tu as une seule maison où tu habites. Oui. Ça, c'est insupportable. C'est de l'injustice pour moi. Il y a des limites à ne pas franchir. Exactement. Oui. Défendre le pouvoir d'achat des Sénégalais. Oui. Mais je suis pour Très la relance. éprouvé, Oui, je suis pour la relance économique, le redressement économique. Mais en passant par la maîtrise du déficit budgétaire. Pour qu'il n'y ait plus jamais ça. 5 000 milliards de dettes et on ne voit même pas la traçabilité. Comme l'a dit le Premier ministre, pendant ce temps, bon, d'accord, mais bon, 50 millions, c'est quelque chose. Moi, si j'avais 50 millions, je serais très heureux, Omar. Mais c'est vrai que ça pose... cet argent qu'ils ont pris, il y a des gens qui l'ont pris. Dans le régime, parce que aussi, c'est pourquoi je vous dis, ces histoires de ligne, certains vont penser, oui, il ne faut pas toucher l'ancien président, il ne faut pas toucher... le machin, etc., pour des civilités, du politiquement correct. Or, comme le disait le président Mao, c'est tout. La révolution n'est pas un dîner de gala. Pas un dîner de gala. Et quand je parle de révolution culturelle, même si tu là, comment dirais-je, l'immunité, pourquoi un député a l'immunité, toi tu n'as pas d'immunité? D'accord, c'est pour bon, qu'il fasse son travail, etc. Non. Pourquoi les autres sont jugés par la haute cour de justice? C'est des questions, à mon avis. Oui. C'est des questions. J'ai toujours dit que le droit, c'est ça qui m'a fait changer d'ailleurs. Le droit qu'on a ici, ça vient du code de Napoléon. C'est hérité de la colonisation. C'est fait pour défendre les riches. Parce qu'il n'y a pas de raison que vous détournez des milliards, vous cautionnez, on vous laisse, alors que l'autre, il est là-bas, à Rebeuss, pour 100 000 francs. À mon avis, c'est une justice de classe. Vous touchez ça. Et la révolution est irréversible, elle doit continuer pour vous. C'est très clair. Oui. C'est très clair. Les Sénégalais, à mon avis, ont accompli quelque chose d'irréversible. C'est pourquoi ceux qui essayent aujourd'hui de casser la révolution en essayant d'opposer les deux, comme vous dites, le président de la République, ils perdent le temps. Parce qu'eux-mêmes, ils sont condamnés. Les deux. Oui, à parachever le processus révolutionnaire. Sinon, l'histoire retiendra. Mamadou Wane Dimao, merci. Merci beaucoup. Vous êtes sociologue, analyste politique et vous l'avez dit en citant Gramsci. La crise consiste justement dans le fait que l'ancien meurt et que le nouveau ne peut pas naître. Pendant cet interrègne, on observe les phénomènes morbides les plus variés. Absolument. C'est Disait toute Gramsci. la question Oui. de la difficulté de s'attaquer au système et d'avoir des résultats dans le court terme. C'est comme vous disiez tout à l'heure,
il faut aussi dans la théorie du changement qu'il y ait des étapes, qu'il y ait tout un processus programmé avec des objectifs et des résultats clairs. Merci beaucoup. Merci. Mamadou Wandi Maou, sociologue, analyste politique, était l'invité d'Objection. Ça a été encore une fois un plaisir. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité. Place cette fois-ci à El Hadj Malick Ndiaye. C'est dans le cadre de Dianobi. Excellente suite de programme. Merci, au revoir et à dimanche prochain. mbow yu may mbow sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee baa peuple bi si yoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé